Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveur, son et accord. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Radio Pluriel sur Internet, radiopluriel.fr. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Écho d'Amérique latine aujourd'hui. Nous sommes samedi 3 juin et bienvenue pendant une heure à vous tous et à vous toutes, écophiles, de 14h à 15h. Aujourd'hui, on va parler du tango de l'Argentine. On est avec un duo, il s'appelle le duo Berretín. Bonjour à toi, Émilie. Bonjour. Et bonjour à toi, Mariano. Buen día. Voilà, donc Émilie Gomez et Mariano Macri qui sont avec nous. On va essayer de tanguer pendant cette petite heure d'émission en espérant qu'il y ait que le tango qui tangue et que la technique soit... Je pense que maintenant on est super au point. Voilà. Fallait juste se remettre un petit peu au point et maintenant tout est bon. Exactement, parce que en fait, je m'excuse par l'avance, mais comme c'est des émissions en direct, on se met en studio très chaud tout de suite, hop, je prends les contrôles. Mais bon, c'est voilà. bon. Mais c'est le miracle du direct et c'est pour ça qu'on fait cette émission en direct. Exactement. Avant de parler un peu de tango, on va donner quelques petites noticias de l'Amérique latine. Écho d'Amérique latine, un regard pluriel sur l'actualité d'Amérique latine. Alors, on va commencer par parler du Venezuela. On en parle souvent dans notre émission du Venezuela. Un article du Monde du 30 mai, donc de cette semaine, là, sur l'organisation des États américains, l'OEA, qui se penche sur la situation de crise au Venezuela. Donc, l'OEA s'était réunie mercredi avec ses ministres des Affaires étrangères, alors que Caracas compense son isolement en resserrant le lien avec la Havane et Moscou. Donc, les ministres des Affaires étrangères des 34 membres de l'Organisation des États américains, donc l'OEA, ont eu rendez-vous ce mercredi 31 mai pour aborder la crise au Venezuela et le président vénézuélien Nicolás Maduro a réagi vivement à cette convocation le 26 avril en annonçant sa décision de se retirer de l'OEA, ce qui ne devrait pas prendre effet avant 2 ans en fait. Voilà, donc pas avant 2019. Alors sans représentant de Caracas donc, puisqu'ils veulent se retirer, les autres pays de la région vont débattre sur la grave altération institutionnelle de l'ordre démocratique au Venezuela. Aucune instance internationale n'a examiné le cas vénézuélien à un niveau aussi élevé, celui des chefs de la diplomatie, et la crise qui ravage le Venezuela est à la fois politique, et institutionnelle, économique, et bien sûr, malheureusement, humanitaire. D'autres organismes régionaux ne sont pas parvenus à trouver d'issue à la crise vénézuélienne, puisque l'Union des Nations Sud-Américaines, qu'on appelle plus communément l'UNASUR, a échoué dans la tentative de médiation en 2016 et se retrouve à Céphale. Alors la communauté des États latino-américains et caribéens, la CELAC, peine à se réunir faute de consensus. Alfredo Valladao, qui est professeur à Sciences Po, cite « Lorsque les crises deviennent vraiment graves, on finit par se retourner vers l'OEA ». Donc en fait, l'OEA, c'est un peu le dernier recours. L'OEA a une longue tradition juridique et diplomatique en Amérique du Sud, puisqu'une expertise reconnue en matière d'élections et de droits de l'homme. Elle a été fondée en 1948 et c'est l'organisation régionale la plus ancienne au monde. Ses origines remontent à l'Union panaméricaine, c'était il y a assez longtemps, en 1890. Et contrairement à ceux qui la décrivent comme un instrument de Washington, c'est une instance multilatérale. Voilà, donc le multilatéralisme justement rend les résolutions de l'OEA ou d'éventuelles sanctions laborieuses, d'autant que l'ancien président vénézuélien Hugo Chávez, qui avait terminé son mandat en 2013, avait trouvé le moyen de s'assurer un bon nombre de voix grâce au programme Petrocaribe, qui fournissait à l'époque du pétrole à des conditions avantageuses aux nations des Caraïbes.
Et le secrétaire général de l'OEA, donc mercredi 31, le socialiste uruguayen Luis Almagro, estime que la dérive autoritaire du régime vénézuélien justifie l'application des mesures prévues par la Charte démocratique interaméricaine, souscrite par l'ensemble de ses membres. Monsieur Almagro est devenu la bête noire donc de Monsieur Maduro après cette déclaration, après avoir affirmé que la seule issue viable à la crise vénézuélienne est la convocation d'élections tout de suite. Donc on comprend pourquoi Monsieur Maduro n'a pas apprécié cette dernière déclaration. Ouais, mais c'est pas très évident non plus dans c'est au très... Venezuela maintenant. Exactement. C'est chaud en température politique et sociale. C'est et très du coup, très le difficile. référendum, ça va bouger, secouer un petit Voilà. peu plus. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup on écrit beaucoup sur Venezuela en ce moment, que ce soit on dénonce des dérives autoritaires d'ailleurs des deux côtés, de l'opposition et du gouvernement. C'est très difficile d'avoir un petit peu son point de vue. Il y a plusieurs... voilà, c'est un petit peu aussi une guerre d'information, je pense, et c'est difficile de faire Quand on ne connaît pas, évidemment, de loin le Venezuela, c'est assez difficile de faire la part des choses. Allez, sans transition, on va passer à notre petite noticia. Je vais la faire un petit peu en devinette, parce que je suis pas tout seul dans le studio, heureusement, aujourd'hui. Alors, on va parler d'un pays qui n'avait pas signé l'accord de Paris sur le climat. Et ne me dites pas que c'est les États-Unis, parce que ils l'avaient signé, mais ils se sont... donc, ils ont annoncé leur retrait cette semaine. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Le seul pays d'Amérique latine qui n'avait pas signé les accords de Paris climatiques. Est-ce que Mariano ou Émilie, vous avez une petite idée là-dessus? Bolivia. Bolivia? Non. Non. Allez. C'est de l'Argentine? Argentine? Non. Ah. Émilie, à toi? Il n'a pas Chili. signé. Chili non plus. Brésil. C'est pas non plus le Brésil, non, le Brésil l'avait signé. Alors, je vais vous le dire dans cet article, puisque on a malheureusement tous appris que les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils quittaient l'accord signé en 2015 par 195 pays. Choc mondial, donc avant eux, seuls 2 pays avaient choisi de ne pas ratifier ce texte destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donald Trump a annoncé jeudi 2 juin que les États-Unis quitteraient l'accord de Paris sur le climat, signé en décembre 2015, et deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre après la Chine, les États-Unis se retrouvent désormais isolés dans le dossier climatique. Seuls la Syrie et le Nicaragua n'avaient pas rejoint la coalition mondiale. Donc c'était le Nicaragua, ce petit pays d'Amérique centrale qui n'avait pas signé. Alors pourquoi le Nicaragua n'avait pas voulu signer l'accord climatique? C'était un accord qui n'était pas assez coercitif pour le Nicaragua. Le Nicaragua avait refusé de signer l'accord de Paris destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il avait estimé qu'il aurait dû être assorti de sanctions pour les pays qui ne tiendraient pas leur engagement. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de sanctions dans cet accord. Et comme le rappelle le Washington Post, Paul Oquist, l'envoyé du Nicaragua qui représentait le président Daniel Ortega, n'a pas voulu signer un accord qui, selon lui, reposait sur une déclaration d'intention, sans aucune mesure coercitive. Nous n'allons pas le signer parce qu'une déclaration d'intention mène tout droit à un échec, expliquait-il. Voilà, donc ça c'était son argument. En pratique, ce texte à valeur de traité international ne prévoit en effet pas de mécanisme de sanction, bien qu'il comporte de nombreuses obligations juridiques, de moyens et de résultats. Alors quelques jours plus tard, il précisait sa pensée sur le site Climate Home. Nous ne voulons pas être complices d'une augmentation de 3 à 4 degrés, ni des morts, ni de la dévastation que cela implique. Donc, il a par ailleurs estimé que les pays riches devaient payer davantage pour le changement climatique puisqu'ils ont une responsabilité historique dans ce phénomène qui touche particulièrement les pays en développement comme le sien. C'est vrai que le Nicaragua est assez touché par le réchauffement climatique. Très vulnérable au changement climatique selon le Global Climate Risk Index. Le Nicaragua serait le 4e pays le plus menacé par le changement climatique derrière Honduras, la Birmanie et Haïti. Alors rappelons que le pays ne représente que 0,03% des émissions à effet de serre, donc c'est très peu, comparé aux 13% des États-Unis. Voilà. Wow, c'est très hallucinant quand même, je veux dire. C'est vrai. On s'en souvient donc, Haïti. excuse-moi que je te coupe, mais tu viens de vas-y. mentionner Haïti. Et puis du coup, c'était l'année passée, on s'en souvient de ce tremblement de terre. Mais bien avant, on disait, ah non, mais le réchauffement climatique, ça touche quand même des régions en Amérique latine. Et justement, c'était une des causes de cette problématique qui a fait aussi des chaos après
cet tremblement de terre. Tout Je à ne me fait. souviens plus exactement c'était quel mois, mais... Je ne sais plus, mais on en avait parlé l'an dernier, en tout cas dans l'émission d'Amérique latine. Ça m'attire l'attention maintenant, Nicaragua. Allez, une dernière petite info et on passerait une petite musique tango pour faire la transition avec notre partie principale. Je vais vous faire encore deviner un autre pays. Allez, je vous dis, il est plutôt en Amérique centrale, celui-là. Et c'est une première puisque c'est un pays qui a interdit l'exploitation minière métallique. Et c'est une première mondiale. C'est le seul pays au monde qui interdit désormais d'exploiter des métaux. Alors il faut chercher un pays, évidemment, qui a des mines. Il y en a beaucoup en Amérique latine. Allez, Émilie, tiens, à ton avis, qu'est-ce qui te... Quel pays pourrait avoir interdit l'exploitation minière métallique ? En Amérique centrale. En Amérique centrale, ouais. Honduras. Honduras, presque, on n'est pas très loin. Guatemala. Non plus. Non, ça c'est la zone volcanique. Costa Rica non plus. Costa Rica, tampoco. République dominicaine. République. Allez, je vais vous soulager. Donc le 1er juin 2017, c'est un article de Frédéric Thomas sur les mémoires de lutte et qui nous dit que fin mars, le Salvador, par un vote historique, a été le premier pays au monde à bannir toute exploitation de métaux sur son territoire. Si cette loi s'inscrit dans un contexte particulier, elle participe également des questionnements mondiaux et rouvre le débat justement sur les enjeux et les impacts de l'activité minière. Voilà. Alors il faut rappeler quand même que le contexte salvadorien, le Salvador c'est le plus petit pays d'Amérique centrale et le plus densément peuplé, près de 300 habitants au kilomètre carré. Et l'économie salvadorienne est peu diversifiée et très dépendante, puisque le pays exporte principalement des produits de l'industrie textile. Ça représente 30% de ses exportations. Et l'industrie minière, justement, en Salvador, ne représente que 0,3% du PIB. Donc on peut aussi comprendre que ça n'a pas un gros impact sur l'économie du Salvador. Et 0,1% des emplois. Voilà. Alors que si on prend l'agriculture, on est quand même, il y a un tiers de la population qui vit en milieu rural au Salvador. Voilà, on ferme cette petite parenthèse minière, mais c'est quand même symbolique. C'est quand même symbolique, le premier pays qui interdit d'exploiter les ressources minières. Bon, officiellement, hein, parce que du coup, la plupart de l'Amérique du Sud, les gens ils sont étouffés justement pour cette exploitation très abusée de cette situation minière. C'est vrai. Mais après, il faut voir aussi l'impact que ça a au niveau économique sur certains pays. Mais c'est toujours il faut toujours un premier pour ce genre de choses. Allez. On va faire une petite pause musicale et on retrouve Émilie et Mariano, donc le duo Berrettine, juste après un petit tango, non ? Je crois. Ok, ouais. Je vous laisse annoncer votre... Comment se llama la canción ? Ce que vous allez écouter, c'est un tango qu'on vient d'enregistrer il y a quelques semaines, qui s'appelle Vida Mia. Et on l'a enregistré tous les deux, donc guitare, chant, piano, avec Mathilde Lourtis, violoncelliste, invitée sur ce morceau. D'accord. Donc à tout à l'heure, vous êtes en train d'écouter 91.5 FM, Radio Pluriel, Eco d'América Latina, vámonos con un tango. Écho d'Amérique latine, un regard pluriel sur l'actualité d'Amérique latine. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y este verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de cuando en cuando nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero,
parece que la huella va perdiendo su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol. De esas luces que ya veo, ella una le encendió. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más, vida mía. Si hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Un voyage dans les traditions. Et volvemos a Ecos de América Latina. On revient à Echo d'Amérique latine aujourd'hui, samedi 3 juin, de 14h à 15h. Et on a le plaisir d'être avec Émilie Gomez et Mariano Macri. Le duo Bretin, toujours avec nous, Émilie et Mariano. Toujours là. Toujours là, exactement, on est ici. Alors, rappelez-nous ce qu'on a écouté, cette superbe musique tango. Alors, on a écouté Vida Mia, qui est un tango très classique, très milonguero, et qu'on a enregistré dernièrement, il y a quelques semaines. On a lancé une souscription pour pouvoir enregistrer un nouveau matériel qui nous permette de démarcher de nouveaux festivals, de nouvelles salles pour continuer à travailler avec notre musique. Et on l'a enregistré avec Mathilde Lourtis au violoncelle. D'accord, c'est vrai qu'il y a une petite partie violoncelle qui est assez sympathique derrière. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est le duo Bretin? Allez, question brute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né le duo Bretin? Le duo Berretin, c'est un duo de tango à la base, mais pas que, parce qu'on fait aussi du folklore argentin. Le duo Berretin, c'est Émilie et Mariano. Donc nous, on s'est connus à Buenos Aires en 2010. On étudiait ensemble à l'Académie nationale du tango. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés dans un cours d'ensemble d'orchestre de tango. Et puis voilà, le duo est né assez vite, entre autres choses, parce qu'on est mariés aussi. Ah, D'accord, un tango amoureux. mais quelle potion! D'accord. Et vous êtes tanguero, j'allais dire, ou tanguera, je sais pas si on peut dire ça depuis le jeune âge, ou comment est venue cette passion du tango? Moi, ça m'est arrivé, je suis argentin, je suis né à Buenos Aires. Quand j'étais ado, bien sûr, le tango c'est de la musique de mes grands-parents. Donc c'était un peu éloigné, mais quand même, mon père, il me faisait écouter, je me rappelle toujours, samedi matin, il me réveillait avec des tangos de Jorge Vidal et de Julio Sosa, des grands chanteurs de l'époque dorée du tango, des années 50 plutôt, les grands 50. Et donc c'était par ce côté-là que le tango m'arrivait. Aussi j'ai eu mon grand-père du côté de ma mère qui était guitariste, amateur, mais quand même il était fanatique du tango, du folklore, donc j'ai commencé à connaître. Mais comme un refrain qu'on dit là-bas, le tango nous attend, ça veut dire qu'il y a un moment où on arrive, moi c'était vers les 30 ans, ça fait 9 ans, un peu avant qu'on s'est connus, que ça m'a commencé à toucher le tango vraiment. J'ai commencé à comprendre les paroles, parce qu'il faut se rappeler toujours que le tango, la particularité qu'il y a au tango dans toute la grande musique latine, c'est que en général, c'est que de la poésie, les paroles. C'est pas juste raconter une situation spécifique, une chose de paysage, mais il y a de la poésie, il y a des poètes qui ont écrit les paroles.
Et donc, quand j'ai commencé à comprendre un peu plus les paroles et le son des mots, ça m'a touché. Après, bien sûr, la musique, cette musique qui est très spéciale aussi. Donc, c'est de ce côté-là que j'ai connu. Et c'était un peu avant que j'ai connu Émilie que j'ai commencé à jouer de la guitare tango. Mais c'était plutôt avec elle que j'ai développé mon tango. D'accord. Et dans mon cas, c'est un peu plus complexe parce que moi, je ne suis pas argentine. Moi, je suis française, je suis née en France, mais voilà, j'ai un papa uruguayen. Et voilà, et donc on peut dire que c'est lui qui m'a fait découvrir le tango. Je me souviens pas exactement, je pense que j'avais peut-être 14 ans. Il m'a fait écouter Piazzolla. Oh, wow. Ouais. Bon, voilà. Ça, c'est forte. Et du coup, voilà, ça m'a... je me suis dit, waouh. Et en fait, c'est une série de coïncidences qui m'ont conduit à m'approcher du tango. Donc d'abord ça, après un peu plus grande, donc là j'avais peut-être 18 ans. Voilà, j'ai connu une prof de piano qui était sud-américaine et qui instinctivement m'a fait découvrir le tango aussi à travers le piano. Ouais. Et puis plein de petits trucs comme ça. Après, j'ai vu aussi un spectacle par hasard aux Nuits de Fourvière et c'était Café de los Maestros, donc tous les plus grands monuments du tango rassemblés dans un concert vraiment incroyable. Et voilà, donc là j'avais je crois 18-19 ans et c'est ça qui m'a vraiment... Ouais, là c'était parti. Ouais, ça m'a fait waouh, je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire. Et 2 ans après, je partais à Buenos Aires pour y rester pendant 8 ans. Et voilà, et donc me mettre vraiment à fond dans l'étude du tango, donc que ce soit au piano, au chant et puis à la danse aussi. Alors j'aimerais que tu puisses nous faire partager, mais très brièvement, qu'est-ce qu'on ressent quand on part comme ça à l'aventure en Argentine, et que je suppose que là-bas on respire du tango, on rêve du tango. Comment ça se passe quand on arrive là-bas et qu'on se dit voilà, j'ai envie de dédier ma vie, ou en tout cas une partie de ma vie au tango? C'est bizarre. C'est vrai que quand on a 20 ans et puis qu'on arrive en Argentine et qu'on veut faire du tango, c'est difficile de pas en faire. c'est plutôt, voilà, il y en a partout, quoi. On a une sensation d'une ville incroyable, en fait. Ouais, une ville où vraiment il y a du tango partout et tout est... Enfin, on arrive à trouver de la poésie vraiment de partout, en fait, dans cette ville. Ouais. Et c'est vrai que le tango est partout. Le tango est dans la rue, le tango est dans les bars, dans les restaurants et dans les personnages aussi qu'on peut rencontrer. Voilà, il y a des personnages qui sont par excellence très tangueros. D'accord. Et du coup, alors, le projet commence à se former et vous vivez à Buenos Aires, hein, vous vivez là-bas plusieurs années. Oui. Vous produisez, je suppose, déjà dans plusieurs endroits en Argentine ou à Buenos Aires. Tout à fait, oui. On a commencé, au début, c'était plutôt un duo de chant et guitare. Elle était devenue plutôt chanteuse, sans quitter jamais le piano, mais c'était le chant qui l'a mené dans le duo. Et donc, oui, on a commencé, ça, comme on ne dit pas en espagnol on dit tocar tango, tocar un instrument, mais comme on dit en France et en anglais aussi, on jouait vraiment entre nous, on faisait que de jouer avec le tango, de découvrir, mais regarde ces morceaux-là que je viens de connaître. Moi aussi, je lui ai proposé des choses. On s'est commencé comme ça, un duo juste chant-guitare, dans une version plutôt intime. Et c'était notre style de tango à l'époque. Et oui, on a commencé à jouer dans des petits bars, des petits théâtres, un peu partout dans la ville de Buenos Aires. Et on est arrivé finalement, on était venu ici 3 fois. Non, 2 fois, 2011 et 2013. À Lyon? À Lyon, tout à fait. Et aussi à Paris. 2011, on a joué aussi à Paris. Toujours dans cette version chant-guitare. Et finalement, en 2014, on a dit ok, c'est parti, c'est le moment d'enregistrer notre disque. Et là, on a bien travaillé les arrangements et on est arrivé 2014, mai 2014. Et avant de venir ici pour la 3e fois, on a enregistré notre premier disque. Il s'appelle Des Yuyos y Jazmines. Et qui mélangeait, c'était plutôt de tango, mais il y avait aussi un peu de folklore dedans, folklore argentin.
Et ouais, ça c'était notre première époque, on pourrait dire, jusqu'à on a commencé à venir ici à Lyon et ça a commencé à développer le côté milonguero, c'est-à-dire le côté pour danser. On a commencé à ajouter les pianos et on est devenu cette duo qu'on est maintenant et qu'on est toujours en train d'évoluer et de se transformer en cherchant toujours un style à nous. Tout à fait. Bien sûr. Eh ben, on va continuer en musique. On écoute un deuxième morceau de tango. Oui, Remolino, qui est un tango aussi très, très milonguero, et qu'on aime beaucoup et qu'on a enregistré en même temps que l'autre, avec Mathilde aussi. Esta fiebre que se aferra a tu querer. Son remolinos con tu nombre y mi locura, con tu risa, mi amargura que torturan mi vivir. Quiero no querer, lucho y sufro por vencer este viento de tristeza y soledad. Y nuevamente me aprisiona el remolino con tu sombra, con mi sino, sin salvación. Tu voz vuelvo a escuchar, tu voz vuelves en el adiós. ¿Y para qué te quiero así? ¿Y para qué si tu querer solo dejó mi corazón sin su latir, sin ilusión? Tu voz vuelvo a escuchar, tu voz y mi rencor y tu reír y mi dolor, y yo que di todo mi amor, di mi corazón sin medir por qué lo di, y el amor me regaló su desamor. Es el castigo que me da tanta bonanza y me roba la esperanza de seguir mirándote. Justo y pecador y no pedí nada más que la alegría de un adiós, y voy sufriendo como sufre el que ha pecado porque quise y he soñado tu redención. Tu voz vuelvo a escuchar, tu voz vuelves en el adiós. ¿Y para qué te quiero así? ¿Y para qué si tu querer solo dejó mi corazón sin su latir, sin ilusión? Tu voz vuelvo a escuchar, tu voz vuelves en el adiós, y el remolino con tu risa y mi rencor y tu reír y mi dolor, y yo que di todo mi amor. Waouh, comme tu dis. Qué bonita voz tienes, ¿eh? Muchas Felicidades. gracias, muchas gracias. Sí, muy melódica, muy suave, muy afecto al tango, justamente, porque para mí tango es actitud también. Tout à fait. Bueno, También. muchas gracias. Et on est de retour donc dans Echo d'Amérique latine, 91.5 jusqu'à 15h. Donc restez avec nous, on va encore tanguer tendrement et en poésie et en musique avec Mariano et Émilie, avec qui on a la chance d'être aujourd'hui dans le studio de Radio Pluriel. Et donc suite à notre petite conversation tout à l'heure, comment ça s'est passé quand vous retourniez à Lyon? Je suppose que c'est carrément différent de l'euphorie que vous viviez en Argentine.
Comment vous vous êtes dit, bon ben voilà, il faut qu'on fasse quelque chose quand même, peut-être en France ou à Lyon, sachant que la France c'est quand même pas le pays du tango, hein, soyons honnêtes. C'est pas le pays du tango, mais quand même, et d'ailleurs c'est très surprenant, il y a quand même un certain engouement pour le tango. Il y a beaucoup de tango en fait. C'est en train de changer un peu, ouais. Et c'est très très surprenant, pour moi, et je découvre ça et je trouve ça génial. Alors effectivement, c'est pas pareil. Le simple fait que les gens qui dansent le tango et qui aiment le tango à Lyon ou en France, qui sont très passionnés d'ailleurs, ne comprennent pas les paroles forcément c'est pas pareil, parce que moi ce qui me touche dans le tango, évidemment il y a la musique que je trouve exceptionnelle, complexe, riche, mais il y a également les poésies que vraiment je trouve pas ailleurs la même chose quoi, au niveau poétique. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, les gens qui aiment le tango en France ne comprennent pas forcément la richesse des textes, et du coup on se dit qu'est-ce qui fait qu'il les captive à ce point. Donc bien sûr il y a la danse qui est extrêmement bouleversante et passionnante. Oui, la danse, mais il manque quand même... Alors quelles sont vos intentions justement pour ce genre de personnes à qui la musique parle, la danse, mais où il y a peut-être un petit peu plus... il faut peut-être aller voir un peu plus loin aussi que ça, las letras, les poésies, tout ça. J'essaye, quand on fait des concerts, de vraiment... transmettre le plus possible le texte. Donc je présente ce que je vais chanter, j'explique, je traduis des petits morceaux, j'essaye vraiment de tout faire pour que les gens puissent accéder à cette poésie. C'est vraiment important pour moi. Après je pense qu'il y a l'interprétation aussi qui fait que même s'ils comprennent pas tout, ils se laissent embarquer. Mais voilà, expliquer, présenter, traduire, vraiment c'est important. Et puis depuis peu on a aussi intégré des images à notre concert. C'est un voyage musical qu'on l'appelle. On l'a présenté à la médiathèque 100 fois l'année dernière. Ça a très bien marché. Et donc on l'a représenté à la Croix-Rouge en 18 mars. Et c'était l'idée d'ajouter aussi pour donner le sens de toute cette musique. Pas seulement le tango, mais aussi le folklore qui est très très riche aussi en musique et en poésie. Donc c'est pour ça qu'elle essaye de traduire quelques phrases ou quelques mots du refrain. Et déjà quand tu dis corazon, cœur, tu fais des traductions comme ça. Ouais. Et les gens, chaque fois qu'ils entendent les mots, il y a cette idée de voyager. Et en plus avec les images qu'on a choisies du Nord, par exemple, on fait du folklore du Nord, de Buenos Aires quand on fait le tango, ça aide à transmettre cette sensation qui est derrière cette musique qui est si riche. Bien sûr. Donc au début on avait dit que ça va être très compliqué de comprendre les paroles et les sons, mais finalement je pense qu'on arrive à transmettre cette poésie et cette musique. Oui, bien sûr, et puis du coup ça éveille aussi un autre sens, puisqu'il y a les photos, des images, des photos. Quelles sont vos sources un peu sur ce... C'est nous. Il y a beaucoup de photos qu'on a prises nous-mêmes, et puis après il y a des photos d'amis aussi, des connaissances qui prennent beaucoup de photos dans les milongas, et du coup on leur a demandé ces photos et on les utilise. Et du coup, on essaye de retranscrire un petit peu l'idée de ce qu'est le tango à Buenos Aires. Après, c'est vrai, tu disais, c'est pas pareil, effectivement. Mais malheureusement, actuellement, le tango souffre à Buenos Aires aussi parce que il y a une politique culturelle qui n'est pas à sa faveur. Tout à fait. Tout à fait. Mariano, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, mais pas très long, mais c'est clair que l'idée du gouvernement actuel, le président qui était déjà maire de Buenos Aires, il y a une idée que le tango c'est pas la musique la plus importante pour eux, pendant que le tango c'est l'ambassadeur de l'Argentine partout. Oui, c'est bien sûr le foot, Maradona et Messi, bien sûr, mais le tango, c'est un ambassadeur de l'Argentine et c'est qui nous présent partout. Bien sûr. Donc, on devrait vraiment... C'est la richesse culturelle, non ? Tout à fait. Donc, on devrait se souvenir que Buenos Aires, elle est presque connue mondialement grâce au tango. Donc, si on ne fait pas attention dans notre ville, à notre musique, ça veut dire quelque chose. Donc oui, le tango il a été bien attaqué. Il y a par exemple, pour dire un exemple, des milongas qui sont très très vieilles, qui sont très anciens parce que ça vient des débuts du tango, dans les débuts du XXe siècle.
et qui ne sont pas en règle par rapport à normes, bien sûr, mais parce que ce sont des très, très, très vieux bâtiments. Mais ils ont essayé de fermer tous ces endroits qui sont historiques pour le tango et pour la ville, mais ils ont quand même essayé de les fermer. Il y a beaucoup de milongas qui ont fermé, qui ferment régulièrement, qui sont ou des lieux de diffusion du tango, des petits bars qui sont très, très typiques, très pittoresques, où voilà, tous les musiciens se rassemblent et font vivre ce tango qui ferme tout le temps. Est-ce que vous diriez que c'est une lutte aujourd'hui C'est une lutte. La culture populaire en Argentine, c'est une lutte, ouais. Tout à fait. De maintenir vivante la culture populaire en Argentine. Que beaucoup d'artistes, parce que c'est ça qui est génial en Argentine, c'est qu'il y a énormément d'artistes, et de très très grands artistes, et des artistes engagés, avec des opinions, avec une vision du monde, de la société magnifique. Donc c'est une lutte qui est soutenue par beaucoup d'artistes, heureusement. Oui, bien sûr. Tout à fait. Côté musique, je pense qu'on va se faire... on va peut-être pas mettre un morceau préenregistré cette fois-ci. Ok. Puisqu'on a l'honneur d'avoir Mariano que toca guitarra con vosotros. Mariano, ¿qué nos va a tocar? On va faire un morceau. D'ailleurs, il faut dire que les deux tangos qu'on a entendus, c'est pas nous bien sûr, c'est le premier tango Vida Mía, le compositeur c'était Osvaldo Fresedo, un des grands musiciens du tango, et le deuxième c'était Alfredo de Angelis, notre grand directeur d'orchestre, et maintenant on va arriver au grand maître du chant tango, Carlos Gardel, et on va faire un classique à lui qui s'appelle Volver. Un tango sur le thème du retour, donc qui est un thème central à la fois dans le tango et puis bien sûr dans l'Argentine qui est un pays d'exilés et d'immigrés. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirarte las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ser. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir
ese recuerdo que lloro otra vez. Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Bravo, merci beaucoup Émilie Mariano d'avoir joué pour nous en direct dans Écho d'Amérique latine, 91.5 Radio Pluriel. Merci. Donc cette chanson, rappelez-nous qui s'appelait. Ça s'appelle Volver, Donc Revenir. C'est ça, Revenir, une chanson de Carlos Gardel. D'accord. Et donc pour nos amis hispanophiles ou moins hispanophiles, est-ce que tu peux nous donner 2-3 petites indications sur le contexte Oui, tout à fait. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est un morceau sur le thème du retour, donc qui est vraiment un thème vraiment central. Et par exemple le refrain, ça dit revenir avec le front fané. Les neiges du temps ont blanchi mes tempes. Sentir que la vie n'est qu'un souffle, que 20 ans ce n'est rien. Mon regard fébrile qui erre dans l'ombre te cherche et te nomme. Vivre, l'âme accrochée à un doux souvenir que je pleure encore. Merci pour cette poésie. Beaucoup de poésie dans Écho d'Amérique latine. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Non, mais c'est aussi... c'est vrai que... je pense que une partie la plus importante de l'Amérique latine, comme je viens de dire, et surtout le tango, c'est à mon avis, et c'est l'attitude, c'est la passion à travers la voix. Donc du coup, c'est cet voyage qui nous transmet, qui nous absorbe en fait quelque chose, parce que Carlos Gardel, comme il vient de chanter, c'est un classique des classiques, c'est l'icône un des icônes, parce qu'il y a plusieurs. Mais Carlos Gardel, c'est comme, à mon avis, surtout parce qu'il m'en a pris comme ça, mon grand-père. Carlos Gardel, il me disait tout le temps, tu sais, c'est el tango duro. Le tango dur. Exactement. Le vrai. Le vrai, ouais. Et du coup, parce que, tu sais, le grand-père, il te raconte, Evita Perón, pardon, exact. Donc du coup, toute cette histoire, c'est bien lié à cette chanson. Je sais pas. Ouais. Après, c'est à vous de me dire après votre histoire, mais c'est comme dans les contextes. Ouais. Oui. Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps, une petite dizaine de minutes pour clore cette émission avant de passer à l'agenda. On refera une petite chanson quand même juste avant l'agenda, histoire de se remettre un petit peu du tango dans les oreilles. Aujourd'hui, donc, quels sont vos projets je sais que vous voyagez beaucoup entre Lyon, Buenos Aires. Où est-ce qu'on peut vous trouver et quels sont vos projets dans les mois qui arrivent? Alors ça fait 1 an qu'on est venu habiter en France, donc pour moi un retour, pour lui une arrivée, une découverte, quelque chose de nouveau. Donc nos projets, c'est essayer vraiment de diffuser cette musique, cette culture, notre duo musical. On fait des concerts pas mal sur Lyon, un peu ailleurs aussi. Vous avez une page Facebook? On a une page Facebook, Duo Berretín Tango, Berretín avec 2 R et pas 2 à la fin. On fait des concerts, on anime des milongas aussi, on en a animé à Lyon, à Grenoble, à Lille. Et voilà, nos projets dans l'immédiat, c'est D'accord, ça. Donc on aura la chance de pouvoir un peu vous suivre. Tout à fait, d'ailleurs le 23 juin, on jouera à la milonga de Sol, Libertango, c'est à Jean Massé. D'accord, sur la place Non, dans son école, dans son studio. Ah, d'accord. Ouais, qui est 37 rue Bancel, à Jean Massé. Donc c'est un vendredi soir, 23 juin. On sera là pour jouer dans sa milonga, avec grand plaisir. Et le 1er juillet, un restaurant argentin vers la Pardieu qui s'appelle Puerto Argentino. Rue de la Rise. Rue de la Rise, où on mange très bien d'ailleurs. Wow, génial, empanadas y tango. Empanadas, carne, tout. Asado. Un buen asado. Et bon asado. On a évoqué un tout petit peu l'Argentine, c'est vrai qu'on pourra peut-être finir par parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc c'est vrai que si on rappelle un peu le contexte, l'Argentine a connu... je sais pas, deux mandats avec les Kirchner, donc 2 mandats plutôt gauche. 3 mandats. 3 finalement. Et le premier avec Nestor, et après le deuxième et le troisième avec Cristina. Sa femme.
Donc oui, c'est un contexte, l'Argentine, il y a 1000 choses à dire, mais pour... Bon, depuis 2 ans, c'est ça? 12 ans, exactement. Donc l'Argentine est un président plutôt de droite aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui. un pays instable qui a toujours connu... Des dictatures successives. Exactement. Chaque fois, depuis les années 30 jusqu'à le retour de la démocratie en 1983, c'était toujours un gouvernement démocratique, un régime militaire, toujours comme ça. L'alternance toujours qui nous a donné une stabilité. Et on est revenu à la démocratie, bien sûr, depuis presque plus de 40 ans. Mais quand même, chaque changement de gouvernement, il y a de nouvelles politiques qui changent beaucoup. Maintenant, l'époque qu'on est parti, le nouveau président, il y a bien sûr plutôt une vision de droite. Et donc la politique culturelle et l'éducation, par exemple, des choses qui nous touchent très, très, très proches à nous deux. À nous aussi. Tout à fait. À donc, beaucoup de monde. Exactement, beaucoup de monde. Donc ça a bien changé. Il y a eu de grands problèmes avec tout ça. Et donc oui, c'est un gouvernement de droite, donc il cherche plutôt un libéralisme dans l'économie. Et ça se ressent jusqu'au tango. Tout à fait. Ça se ressent partout. Partout, en fait, il y a plus de la pauvreté. Plus de pauvreté, ouais. On a de gros soucis avec l'inflation. On a une inflation de presque plus de 40% annuelle. Ouais. Donc ça avait... Alors il y avait déjà de l'inflation Oui, tout à fait. C'est pas ça. Là, je me rappelle, parle... il y a quelques années. Hein, mais... Oui, tout à fait. Je parle pas ça c'est pas juste maintenant. Ça voilà. vient. C'est un problème de notre économie, de notre façon de produire l'économie, mais bien sûr que les dernières années c'est bien compliqué. Bien sûr, depuis la fin du gouvernement de Cristina, c'était déjà compliqué. C'est pas la responsabilité à ce gouvernement, mais quand même les politiques de droite et de libéralisme absolu, ça aide pas. C'est sûr. Eh ben, continuons la lutte, si j'ose dire. La lutte. Non, mais c'est vrai. Et puis, je veux dire, c'est valable dans tous les pays, encore aujourd'hui, hein, la lutte pour l'éducation, Pensons au Brésil. Pour le service santé. Pensons au Brésil, ouais, c'est vrai que là, c'est pire encore. D'ailleurs, juste pour faire un parallèle, au Brésil, la capoeira a aussi été très attaquée depuis toujours, mais depuis ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'affaires aussi. Où les maîtres capoeira n'auraient plus le droit de jouer de la capoeira, même où ils seraient plus du tout. On essaye même, on ne les aide plus en fait comme on devrait les aider. Donc là on aussi, il y a des. Je pense que le tango se rejoint à beaucoup d'autres. C'est la tradition, c'est la tradition culturelle de chaque pays. Exact. On finit par une autre chanson. Oui, on va passer en folklore. On voudrait bien vous montrer un peu de notre folklore qui est si riche. Et on a choisi une samba. La samba, c'est un genre du nord. L'Argentine, c'est bien romantique, amoureuse. Et cette samba s'appelle Samba del Chahuanco. Samba del Chahuanco. La selva turbia, mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna, mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna, con el cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte,
Amérique latine, c'est maintenant. Bravo, merci encore à vous, Émilie et Mariano. Merci à vous. Merci. Para no vivir viejo. Exactement. Après cette chute de tango, on passe un petit peu brièvement à l'agenda et puis on revient avec un petit peu plus d'informations. Ça vous va? Allez, Merci c'est parti. beaucoup. Merci. Radio Pluriel, radio de découverte. Et on va commencer par un événement qui se passe aujourd'hui et je vais avoir besoin de ta collaboration, Olga, parce que c'est toi qui vas le présenter. Ok. C'est Al-Andalus, un spectacle flamenco. Exactement. Est-ce que je vais vous parler exactement à Al-Andalus. Exactement. Merci beaucoup, Florent. Cette humilité, ça me fait quelque chose à la tête. Hein. Bon, le premier spectacle a lieu ce samedi 3 juin à la salle Victor Hugo dans le 6e. À 21h. Voilà, ce sera à 21h. À 21h, c'est là aujourd'hui. Ok. Les seconds, c'est là le 29 juin à la salle Molière dans le 5e. Ça, tu sais à quelle heure ça va commencer? Pareil, 21h aussi, je crois. 21h. Voilà. Les élèves de la salle de danse et l'association feront la première partie du spectacle pour ensuite laisser place aux danseurs, chanteurs et musiciens professionnels d'Al-Andalus. Bon, le spectacle traverse toute l'Andalousie pour nous faire découvrir la diversité et la richesse artistique du flamenco. Baigner aux sources de cet art, nous pourrons voyager des Landes, qui c'est le berceau du flamenco. C'est là, je ne savais pas, par exemple, hein, je m'informe, jusqu'à Andalousie, en passant par l'Égypte et le Maghreb, sur les traces de la migration gitane, afin de se reconstituer des divers métissages culturels qui ont donné naissance à cet art, et les sortant de son aspect purement folklorique. Mais bien sûr, sans oublier la fusion de cette dernière année avec les musiciens et musique et danse latine comme la salsa, le jazz ou la danse orientale. Un petit peu comme ça se passe partout ce week-end aussi à Lyon. Si vous voulez des billets, les achetez tout de suite. Les billets sont en vente sur le site de la AFNAC, mais aussi sur Billetreduc. On va vous laisser les coordonnées en Facebook. Et exactement, on mettra tout ça sur Facebook. Sur le Facebook des Codes d'Amérique latine. On a aussi la Gran Festa Colombiana ce soir à l'Espace Gaïn. Donc si vous voulez danser justement un peu de salsa, cumbia, vallenato, bachata, reggaeton, merengue, rien que ça. Pour, et je pense jusqu'à tard dans la nuit. Hein. Il va faire très chaud ce soir là-bas. Muy caliente. Je vous en souviens, on a 65% d'humidité aujourd'hui. Hein. Voilà, et là-bas il y en aura 80. Exact. Alors sinon, si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins, on va dire, chaud, mais quand même assez rythmé, il y a le trio Marcos aussi qui va se produire au Labo Music Bar, donc vous regardez aussi sur Facebook. Ils sont 3, il y en a un à la guitare, un au clavier et le chanteur. Et là aussi de la musique, je pense que des origines un peu Brésil aussi, et ça a l'air super sympa. Donc au Labo Music Bar ce soir, je sais pas l'heure, mais ça doit être vers 20h, 21h. De toute façon, on sait très bien que ça commence jamais pile poil à l'heure, hein, ce genre de choses, parce qu'il faut se mettre en condition, boire un petit verre, et c'est bien normal. Ah mais quelle réputation. Non, mais je l'ai dit dans le côté positif. Et puis sinon, mardi 6 juin à 18h, il y aura aussi un petit débat conférence dans le Grand Amphi à Berthelot, donc Lyon 7e, sur la paix en Colombie avec l'association Palenque. Voilà. On a fait à peu près, on va finir cette émission, il nous reste 2 minutes. Allez sur Facebook pour retrouver le duo Berrettine, pour revoir un petit peu les photos, leurs liens aussi, et puis quoi d'autre? Allez, je vous laisse finir cette émission, Émilie, Mariano. Donc vous pouvez écouter aussi tout plein de morceaux, notre premier album, et puis ce qu'on vient d'enregistrer très récemment. Remolino de Vida Mia. Qu'on vient d'écouter aujourd'hui. Sinon, vous pouvez nous répéter les dates, la prochaine date? Oui, 23 juin à Libertango, la Milonga del Sol, et 1er juillet à Puerto Argentina.
Super. Et ben on va se quitter et puis on va laisser la place à Nas, Sulu Mayotte qui va prendre la suite à 15h. Et puis bonjour à tous les écophiles. Merci à toi, Émilie, Mariano, muchas gracias a ustedes. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et merci à la radio. C'était un plaisir. Olga, merci aussi à toi, toujours au top. Merci, je m'excuse encore pour l'entrée, mais on arrive juste pile poil en vrai ici à Radio Pluriel, on fait toujours tout en direct, donc vous écoutez vraiment tout notre changement. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine à 14h. On vous donnera toutes les informations sur internet, sur Facebook. Visitez notre page Facebook Echo d'Amérique latine. À la semaine prochaine. De l'Argentine au Mexique, en passant par l'Équateur ou le Nicaragua, les rythmes de la musique latine sont sur Echo d'Amérique latine.